Eh bien, je vous propose de commencer, ce webinaire sur l'appel à projet, Perfecto. Alors, il semblerait que j'ai un petit souci, de caméra. Voilà, donc vous ne me verrez peut-être pas ou vous me voyez, j'en ai aucune idée, j'ai pas de retour. Mais c'est pas bien grave, c'est pas moi que vous êtes venus, entendre aujourd'hui. Donc, d'abord, je voulais vous accueillir, pour ce webinaire. Vous rappeler que, ah bah, là, j'ai le retour enfin qui est arrivé, que l'ADEME a lancé l'appel à projet Perfecto depuis 2004. Donc, c'est un système, un soutien, un dispositif de l'ADEME à destination de votre R&D en y ajoutant l'aspect environnement et éco-conception et que ça se fait à travers cet appel à projet Perfecto. Alors, on a juste un petit souci. Voilà, merci. Il y avait un truc qui était arrivé sur l'écran. Donc, à travers cet appel à projet, les entreprises peuvent bénéficier d'un appui technique, de soutien en fait, à l'éco-conception dans leurs projets de R&D grâce à un financement de l'ADEME, donc du conseil, de l'accompagnement et ce sur les produits et services. Et l'objectif, c'est de réduire en fait pour vous le risque lié à l'innovation et améliorer votre rentabilité par l'intégration de l'environnement dans votre R&D. Donc je me présente, je suis Samuel Mayer, je suis directeur du pôle éco-conception et je suis très, très heureux aujourd'hui d'être avec vous pour animer, ce dernier webinaire, sur, Perfecto pour, cette session, 2023. Alors l'objectif d'aujourd'hui, parce qu'on a déjà fait plusieurs webinaires, hein, de présentation, retour d'expérience, un autre sur l'empreinte projet, et cetera. Mais l'objectif principal pour nous, c'est de vous aider, de vous accompagner sur le dépôt de manière pratico-pratique. Alors pour ceux qui n'auraient pas toutes les informations, dans le chat, je viens de vous envoyer la page qui vous permet de voir un petit peu ce qu'est Perfecto, comment c'est, enfin, il y a une page dédiée auprès de l'ADEME. Alors je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de Aude Bouguin, que vous connaissez, puisqu'elle est là tout le temps maintenant. C'est elle qui est en charge du projet, de l'appel à projet, pardon, Perfecto. Bonjour Aude. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Voilà. Donc tu seras notre MC aujourd'hui, hein. C'est toi qui seras garante de ce qu'on va dire parce que on a aussi Jérôme Tange qui est en charge de vous accompagner sur l'appel à projet. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors Jérôme, il va rentrer dans le détail, on va ouvrir le site web, on va regarder ce qu'il faut faire, comment ça. Voilà. Donc si vous avez des questions, ce sera le moment. C'est votre interlocuteur sur toute la partie, on va dire, dépôt du dossier. Alors, quelques règles pour le webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un espace pour poser vos questions sur le webinaire. Moi, je vous enverrai des informations via le chat et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure aux questions. Et de toute façon, on gardera un temps ensemble à la fin pour traiter des questions spécifiques ou des questions qu'on n'aurait pas eu le temps de voir pendant les présentations. Bien entendu, vous recevrez le diaporama, c'est pas peine de me le demander, vous le recevrez et on fera un petit enregistrement si Jérôme et Aude sont d'accord et on vous mettra en ligne le webinaire si vous voulez revenir sur des choses sur lesquelles vous n'auriez pas pu avoir de notes. Alors pour commencer, Aude, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais succinctement, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est vraiment enfin, l'appel à projet, quelle est l'essence de l'appel à projet Perfecto? Oui, alors l'appel à projet Perfecto, hein, on l'a depuis plusieurs années, c'est la plus de 11e édition. L'objectif de l'appel à projet Perfecto, c'est de vous accompagner dans la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception dans les projets de R&D, de manière à ce qu'on puisse répondre aux enjeux actuels de sobriété et de résilience. Donc forcément, on favorise la mise en marché, enfin le développement pour mise en marché de nouvelles technologies, de procédés ou de produits, ou services même, c'est vrai qu'on n'a pas noté là, qui sont éco-conçus, services qui portent autour, du coup d'un produit en particulier. Hem, Dans l'appel à projet Perfecto, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une démarche, de cycle de vie, de prendre en compte les impacts environnementaux sur tous les aspects, donc de manière multicritère. Et puis bien sûr, on vous accompagne en fait sur, la partie R&D, de manière à avoir une amélioration significative de la performance environnementale de votre produit, service, procédé. Hem, pour Perfecto, donc comment vous candidatez? Soit vous êtes monopartenaire,
Donc, là, on prend toute taille d'entreprise, d'acheteurs publics, privés de recherche, donc, qui propose un projet de R&D, où vous pouvez être en collaboratif, donc avoir le porteur de projet principal, c'est l'entreprise qui va valoriser la solution économiquement, et les autres sont partenaires. Et dans tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est de travailler avec un bureau d'études spécialisé en ACV ou éco-conception, qui peut être en sous-traitant ou en partenaire, c'est selon. Généralement, c'est vrai qu'il est plutôt en sous-traitant. Donc pour les dates de l'appel à projet, la relève, il y en a une seule dans l'année, et on s'est trompé d'année. C'est le 7 mars 2023 à 11h30. Donc notez bien l'heure aussi. C'est vrai que la plateforme, elle se termine, elle se clôt vraiment à 11h30. Donc voilà, il faut prévoir un petit peu d'avance. Au niveau de l'aide, l'aide est réalisée sous forme de subvention. Et hop, passage à la slide suivante. Et au niveau du coup des axes attendus, donc quel type de projet est-ce qu'on va accompagner? Dans Perfecto, cette année, on a 2 axes. Le premier, c'est les études de faisabilité d'éco-conception. Donc, c'est-à-dire regarder en fait comment est-ce qu'on peut apporter, enfin déjà identifier les impacts environnementaux les plus importants sur votre solution. Et donc identifier aussi des leviers, donc voir comment est-ce qu'on peut apporter cette démarche d'éco-conception dans votre projet de R&D. Le deuxième axe, c'est vraiment le projet de R&D dans lequel on met en œuvre ces leviers d'éco-conception. Donc les projets peuvent se positionner sur l'axe 1 ou l'axe 2 ou l'axe 1 plus 2, donc vraiment l'un à la suite de l'autre, avec un jalon décisionnel à la fin de l'axe 1. Quelles sont les priorités attendues, quelles sont les thématiques attendues dans l'APR Perfecto 2023? On a 7 thématiques pour lesquelles alors les priorités sont très, très cadrées. Là, je vous invite à regarder vraiment le texte de l'appel à projet pour vérifier que votre projet rentre bien dans les priorités de ces 7 axes. Donc, les produits de grande consommation, les procédés technologiques qui y sont associés, les composants de systèmes énergétiques, les bâtiments, enfin en fait plutôt les systèmes, les produits de construction dans le bâtiment, les solutions pour l'urbanisme, notamment les systèmes de refroidissement urbain, les biodéchets, les services numériques et la mobilité. Tout ce qui n'est pas mentionné en fait dans le texte de l'appel à projet Perfecto, si vous avez un doute quant à l'éligibilité, là, on vous invite à contacter Jérôme via notre adresse mail perfecto@adem.fr. Et aussi, donc cette année, encore une fois, on met vraiment l'accent sur des approches qui sont hybrides, c'est-à-dire que ils sont en synergie. Donc la démarche d'éco-conception, si on la colle avec d'autres concepts très nouveaux, ou peut-être pas forcément comme le biomimétisme ou les approches low-tech, voilà, ça peut vraiment entrer en synergie et apporter encore plus la réponse aux enjeux de sobriété et de moindre impact. Donc on va vraiment favoriser des projets qui adoptent ces démarches-là. J'ai une petite question, Aude. Tu dis axe 1 ou axe 2 ou les deux. Bien entendu, c'est le déposant qui propose. Et après, c'est de l'ordre du jury que c'est jugé. Alors, c'est effectivement en déposant de se positionner. Et donc, globalement, la question, c'est est-ce qu'on a réussi les enjeux environnementaux, avoir vraiment voilà, fait cette étude pour être sûr de là où sont les impacts les plus importants de son produit. Si on ne l'a pas fait, dans ce cas-là, il faut faire une étude de faisabilité d'éco-conception. Si, voilà, si par contre c'est clair et qu'on peut bien l'argumenter, il faut l'argumenter dans le dossier, mais ça peut vous ouvrir les portes directement vers l'axe 2. D'accord. Et dernier point très rapidement, mais c'est peut-être Jérôme qui a la réponse, c'est sur les consortiums. Est-ce qu'il faut un accord de consortium au dépôt signé entre les co-déposants ou c'est directement sur la plateforme? C'est peut-être en avance de phase, mais j'ai peur de l'oublier après. Alors, dans le cas de projets collaboratifs, il sera en effet nécessaire d'avoir un accord de consortium qui soit réalisé entre les partenaires du projet. Quant à sa fourniture, ce n'est pas au moment du dépôt, alors à définir au moment de la contractualisation.
normalement, c'est, je pense, 1 an au maximum à fournir, 1 an au maximum après le démarrage du projet, c'est ça? Oui, en fait, voilà, on ne vous demande pas de l'avoir signé au moment où vous avez déposé le dossier, mais ça sera dans les premiers livrables attendus où on demande à ce qu'il y ait un accord de consortium. Et juste sur l'éligibilité, des partenaires, c'est uniquement français ou ça peut être des partenaires étrangers? La Normalement, question. Hem, alors ça, dans le cadre de partenaires étrangers, il faudra vraiment être très précis sur pourquoi est-ce que vous avez, un partenaire étranger? Pourquoi cette compétence-là n'est pas disponible en France ou qu'est-ce que ça a vraiment comme plus-value, dans votre, projet? Maintenant, il vaut mieux nous recontacter avant le dépôt de dossier pour, tout ce qui est dépenses éligibles par rapport aux tiers qui sont à l'étranger. Ouais, ça sera peut-être même plus simple de les avoir comme sous-traitants plutôt que comme partenaires. et peut-être pour rester sur cette définition, parce que j'ai vu qu'il y a une autre question également sur cette partie-là. Ce qu'on entend par partenaire, c'est un autre établissement, une autre société, ou en tout cas un académique potentiellement, qui travaillerait avec vous en tant que partenaire, donc une autre société qui, en tout cas, qui réaliserait des travaux conjoints avec vous, à la fois sur l'étude de faisabilité ou en tout cas sur le projet de R&D avec une démarche d'éco-conception. Donc c'est vraiment une autre structure qui vous accompagnerait sur le projet. Enfin, dans tous les cas, vous travailleriez ensemble sur le projet. OK. D'ailleurs, Jérôme, tant qu'on est là-dessus, on est bien d'accord que les produits agroalimentaires, c'est éligible, hein, O2? Alors effectivement, c'est pas dans les priorités, thématiques identifiées. Je vous conseille de nous contacter en amont pour voir en fait l'étendue du produit agroalimentaire. Est-ce qu'il rentre dans les produits de grande consommation? Est-ce que c'est, voilà, une question un peu plus spécifique? Là-dessus, là, on va regarder un peu plus, on va essayer de vous orienter plus par projet, parce que, ça fait pas partie des priorités de 2023, mais ça reste important comme sujet sur l'éco-conception. Donc, pour rappel, on redonnera tout à l'heure, il y a un mail direct et on est relativement réactif parce qu'on est bien organisé, contact@perfecto.fr, mais vous l'aurez à la fin. Voilà, si vous voulez avoir ces questions précises. Donc merci pour ces éléments. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses, à regarder sur les priorités avant qu'on regarde un petit peu les conditions d'éligibilité et tout ça? Oui, peut-être un point aussi sur les éléments clés du projet. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui fait que voilà, Perfecto, vous rentrez vraiment dans le cadre? Déjà, c'est un appel à projet qui porte sur, du coup, une démarche d'éco-conception. C'est-à-dire qu'il faut cette perspective cycle de vie, hem, qui est, donc, cycle de vie multicritères. On attend vraiment une comparaison aussi entre en fin de projet, donc votre produit éco-conçu, par rapport à une solution de référence. Ça, c'est la partie analyse de cycle de vie et là-dessus, on attend vraiment, un support par un externe, une expertise en ACV. Vraiment, on recommande, que ça soit une entité qui est externe à l'entreprise. Si vraiment, voilà, vous avez déjà une équipe qui est dédiée à l'éco-conception en interne, dans ce cas-là, il faut bien appuyer votre candidature sur ces points-là. Mais c'est un critère très important, dans l'évaluation de votre dossier. Sur, donc l'autre point, en fait, la démarche d'éco-conception, en plus de l'analyse de cycle de vie. La démarche d'éco-conception, c'est donc, avoir fait une analyse, une évaluation environnementale, sur une solution de référence pour identifier les leviers d'éco-conception. C'est mettre en œuvre ces leviers, les leviers les plus pertinents, et enfin, à la fin, donc, avoir démontré qu'on a bien réduit l'impact environnemental du produit final, donc qui est éco-conçu, par rapport à la solution de référence. Mmh. On a aussi, des activités de R&D puisque là, on est sur un appel à projet de recherche. La compétence R&D a aussi à démontrer, qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise. Ça peut être chez un partenaire, ça peut être aussi, voilà, une prestation en particulier, mais ce sera vraiment intégré dans le projet, en lien avec l'amélioration de la performance environnementale de la solution technique. Et on reviendra dessus, je crois que Jérôme, c'est juste après, sur l'un des lots obligatoires, la communication environnementale.
c'est aussi comment est-ce que vous allez mettre en valeur votre, enfin du coup le meilleur, les bénéfices, pardon. Le moindre impact environnemental de la solution éco-conçue. Donc comment vous allez pouvoir faire votre argumentaire pour mettre en valeur le produit éco-conçu et le communiquer à l'externe. Bah, c'est justement, c'est une question de base. Moi, j'y reviens toujours, c'est les conditions d'éligibilité, les montants, etc. Et puis, j'ai 2 points, hein, je crois que c'est plutôt Jérôme qui a les clés là-dessus. C'est qu'est-ce qu'on peut faire financer et surtout, comme on est quand même sur un webinaire avancé, c'est pour la construction du budget de bien comprendre quelles sont les lignes de dépenses éligibles. En fait, c'est pas toujours très clair en fait. Parce qu'on a bien compris, c'est une subvention. Cette subvention, elle est liée à des dépenses, mais quel type de dépenses peuvent être prises en compte? Oui, merci Samuel. Concernant justement les conditions d'éligibilité, l'ensemble des dépenses, on va les passer en revue sur les slides d'après. Pour l'instant, juste sur la partie, en tout cas, budget minimum et maximum qui est autorisé sur les projets que vous allez pouvoir présenter. Il faut bien que vous ayez en tête qu'il y a 2 catégories. Donc pour l'axe 1, donc vraiment sur la partie étude de faisabilité, il n'y a pas de contrainte budgétaire spécifique présentée. Par contre, l'aide sera dans tous les cas capée à un maximum de 50 000 €. Vous ne pourrez pas avoir au-delà de ce montant d'aide sur cette partie-là. On parle toujours bien de subvention. Concernant la partie des travaux sur l'axe 2, donc qui porte sur la partie du projet R&D qui intègre la démarche d'éco-conception, ici le budget maximum devra rester inférieur à 600 000 €. Et donc, on va pouvoir voir après, il va y avoir un système d'application de taux d'aide qui vont être réalisés sur ces budgets présentés, en particulier sur l'axe 2. Si vous dépassez un budget supérieur avec votre taux d'aide à 50 000 €, ça sera capé sur l'axe 2. Concernant les innovations qui sont attendues sur les projets qui vont être présentés. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers ou en tout cas familiers avec le niveau de TRL, donc c'est Technology Readiness Level. Ça permet de classer l'avancée de l'innovation d'un projet de 1 à 9. Aujourd'hui, l'attente qui est réalisée par l'ADEME sur ces projets que vous pourrez présenter, c'est de pouvoir positionner votre innovation entre la technologie, donc le TRL 4 et le TRL 7. Donc globalement, TRL 4, on va être positionné sur la finalisation et la validation des travaux, toujours, on va dire, en fin de phase laboratoire. Donc on est toujours un petit peu à la paillasse. Et on amorce le passage progressif sur un TRL 5-6 qui propose normalement un démarrage du prototypage, une mise en place de niveau de démonstrateur en conditions réduites, puis progressivement, quand on arrive au TRL 8, en conditions opérationnelles. TRL 7, pardon, opérationnelles. Le TRL suivant, c'est 8, c'est un démonstrateur fonctionnel quasi fonctionnel, et 9, c'est technologie sur le marché. Donc, on est vraiment entre les deux au niveau du positionnement de votre innovation pour les projets qui sont attendus. Entre le démarrage, en tout cas, d'innovation et sa mise sur le marché. Concernant la date de démarrage des projets, il n'y a pas forcément de dates qui sont imposées. Cependant, l'ADEME, en tout cas tous les services de l'ADEME, recommandent que vous positionnez cette date de démarrage à partir du mois de plutôt automne 2023, étant donné que on verra en fin de présentation, mais le calendrier d'instruction, de contractualisation est prévu sur l'année et devrait permettre d'avoir un démarrage justement des projets à cette période. Donc, dans l'idéal, ça serait bien de pouvoir commencer ces projets à cette période. Également, le point assez important, c'est que les dépenses que vous allez présenter ne seront éligibles qu'à partir du moment où vous aurez déposé votre dossier sur la plateforme. C'est vraiment cette date qui est importante pour marquer le démarrage de l'éligibilité des dépenses. Donc, si vous déposez votre dossier et le temps que l'instruction se réalise, donc globalement, comme je l'ai précisé, ça nous amènera jusqu'à l'automne 2023, le temps de réaliser la contractualisation pour les projets qui seront sélectionnés. Les dépenses entre cette période sont à risque pour vous, étant donné que si le projet n'est pas retenu par l'ADEME, vous devrez porter en tout cas les coûts sans accompagnement de la part du financeur. Très bien sur cette partie-là. Pardon. Et donc pour la dernière partie. J'aimerais bien savoir combien ça rapporte, hein. C'est toujours pareil. On va arriver juste dessus après.
J'ai plein de questions sur les taux, c'est pour ça. C'était juste peut-être pour voir les obligations qu'il y avait dans le projet sur la structure. Donc, comme l'avait précisé Aude, à minima, vous devrez présenter dans la construction de votre programme de travail, donc 3 lots, à minima les 3 lots suivants. Une évaluation environnementale multicritère avec cycle de vie de la solution initiale et de la solution éco-conçue. Une deuxième partie, un deuxième lot sur la recherche et développement à haute performance environnementale, avec objectif de réduire principalement les principaux impacts environnementaux de la solution développée, et le troisième lot qui portera sur la définition du projet de communication environnementale de la solution éco-conçue, avec un choix de la norme internationale de communication. Donc il y a vraiment un intérêt très fort, en tout cas pour cette vague de cet appel à projet, d'avoir vraiment cette partie sur le projet de communication. On est bien d'accord, Aude, parce que je sais qu'on va avoir plein de questions. On ne demande pas ce qu'il y ait une communication à la fin du projet, mais qu'on ait déjà fait des choix pour une future communication. C'était bien ça? C'est ça. L'idée, c'est pas de faire votre plan de marketing, hein. L'idée, c'est plus de construire un argumentaire, c'est-à-dire déjà définir à qui vous vous adressez. Est-ce que c'est de la communication en B2B ou en B2C que vous voulez faire? Enfin, à quel niveau est-ce que vous voulez communiquer autour des performances environnementales de votre produit? Je dis produit au sens large, du coup. Et donc, à partir de là, il y a des différentes normes de communication qui s'appliquent. Et donc, c'est pour vous positionner sur ces normes-là. Donc, c'est voilà, déjà en savoir plus sur ces normes et du coup, voir comment vous pouvez construire votre projet autour de ça. Merci. Alors, justement, Jérôme, combien on peut toucher? Jérôme, allez. Sur la slide d'après, les aides accessibles. Donc, les montants, on les a vus au maximum, 50 000 euros sur la partie de l'axe 1 qui sont capés, et au maximum un budget de 600 000 euros sur la partie de l'axe 2. Tout va dépendre, concernant les aides accessibles sur les projets que vous allez présenter, tout va dépendre de la catégorie d'entreprise, ou en tout cas la catégorie d'acteurs que vous représentez. Et en effet, donc je voyais qu'il y avait une question sur cette partie-là. Il y a des pourcentages appliqués de taux d'aide en fonction des différents axes. Donc pour l'axe 1, on peut voir qu'on sur l'axe 1, donc étude de faisabilité, en fonction de la catégorie de l'entreprise, vous aurez un accompagnement qui part de 50% pour les grandes entreprises jusqu'à 70% pour les petites entreprises, et en tout cas 70% également pour les bénéficiaires dans un cadre d'une activité non économique. Juste un exemple, pour vous donner un exemple typiquement dans le cadre de l'axe 1, si vous êtes une grande entreprise par exemple et que vous présentez un budget retenu éligible de 100 000 euros, vous avez un accompagnement possible de 50 000 euros, de 50% sur les dépenses retenues, et donc vous pourrez avoir au maximum par exemple 50 000 euros d'aide. Donc il y a, lorsque vous allez travailler vos budgets, la nécessité de bien prendre en compte votre catégorie d'entreprise. Pensez bien, si vous avez un doute, à le faire vérifier auprès de vos services associés en interne. Parfois, la distinction entre PE et ME peut être un petit peu parfois limite. Donc, pensez bien vérifier, ça vous permettra de bien valider votre taux que vous pourrez en fait proposer, en tout cas à l'ADEME. Donc ça, c'est pour l'axe 1. Pour la partie du projet R&D axe 2, on a 2 modalités d'accompagnement qui sont réalisées en fonction des types de travaux que vous avez réalisés. Également ici 2 points spécifiques, donc la recherche industrielle et le développement environnemental. Ce sont 2 grandes catégories de travaux et de dépenses qui sont associées à ces travaux. Pour vous expliquer ce que c'est, donc RI, recherche industrielle, on va plus se positionner sur des travaux qui sont, on va dire, un peu plus en amont, donc c'est-à-dire un peu plus à la paillasse. Vous êtes en train de faire de la recherche industrielle. L'objectif est de pouvoir générer de l'avancée sur votre innovation, mais vous n'avez pas encore passé le cap de mise en place, on va dire, de la partie démonstrateur prototypage. Là, on rentre vraiment sur cette partie, sur la partie développement expérimental. Et donc, vous pouvez le voir, les taux ne sont pas les mêmes, l'accompagnement n'est pas les mêmes. Plus vous avancez vers la contractuelle, j'allais dire la diffusion de votre solution sur les marchés, plus le taux d'aide en fait diminue. Donc il y a aussi une volonté, lorsque vous allez travailler vos programmes de travail, de bien pouvoir faire la distinction entre RI et DE, donc les travaux qui sont réalisés. Pour information, tout ce qui est en lot management de projet, lot accompagnement pour réaliser justement les travaux, mais d'un point de vue purement pilotage, sont considérés comme étant en début. Donc c'est juste comme ça, au moins ça permet déjà de
bien le positionner dès le démarrage. Donc RIDE, et donc on a également une répartition des pourcentages qui sont appliqués en fonction de la catégorie de l'entreprise, ou en tout cas du bénéficiaire s'il n'est pas dans le cadre d'une activité économique. 50% pour les grandes entreprises, 60-70% pour les PE et 50% dans le cadre de l'ARI. Pour le développement expérimental, on part de 25 à 50%. J'ai une question de cofinancement qu'on n'a pas traitée sur le crédit d'impôt recherche ou le CII ou le CIR, j'ai plus l'acronyme. Est-ce que ça peut arriver en cofinancement? Alors, techniquement, ça ne sera pas forcément un cofinancement, mais en tout cas, oui, vous pouvez déclarer ces travaux de R&D dans votre déclaration CIR à partir du moment où, étant donné que les travaux CIR sont assez spécifiques, CIR C2I, si vous êtes bien éligible sur les travaux que vous présentez dans le cadre de la partie CIR, le seul point est que, peut-être pas rentrer dans cette partie de fiscalité de l'innovation, les subventions que vous devrez toucher si vous êtes retenu, si vous touchez une subvention, vous devrez toujours la décoter de votre assiette globale CIR pour l'année et vous pourrez ensuite la réintégrer plus tard. Donc il y a quand même, vous pouvez le déclarer, mais dans tous les cas, la subvention que vous avez touchée qui vous accompagne sur les travaux devra être déduite de la part de ce que vous avez payé directement. On ne va pas avoir un double financement des mêmes travaux. Ok, très clair. Et puis, juste un autre point, c'est sur les catégories, on va dire, d'entreprises. On a une question sur les établissements publics, en particulier les établissements publics de santé. Est-ce que c'est éligible ou pas? Alors, Aude, je veux bien ton... Alors, j'ai jamais eu le cas. Je vous propose qu'on revienne vers vous, en fait, après le webinaire. On note la question, on n'a pas la réponse. Et donc, plutôt que vous dire des bêtises, on vous répondra par courriel semaine prochaine. Ok. Ce que je vous propose, c'est peut-être quelque chose à dire sur la recherche fondamentale, Jérôme, avant de passer? En effet, sur l'axe 2, il est possible, si vous avez monté un consortium sur le projet, et donc pour le bénéficiaire de l'activité non économique, donc globalement l'académique, de pouvoir être donc accompagné sur ce qu'on appelle la catégorie RF, recherche fondamentale, qui est globalement la réflexion initiale des premiers travaux qui sont lancés lorsque vous commencez à travailler sur votre innovation. Donc c'est vraiment les tout premiers travaux. Et dans ce cas-là, la structure, en tout cas, qui n'a pas d'activité économique sera accompagné à 100% sur les dépenses présentées et on va voir juste derrière, en tout cas, sur les coûts supplémentaires de cette structure. Pardon. Alors, je suis désolé, Jérôme, on va revenir sur quelque chose parce que j'ai plusieurs questions qui arrivent. Ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, les projets industriels et le projet de développement expérimental. Si on peut juste revenir en quelques mots sur la différence et puis surtout savoir si sur un dépôt de dossier, on peut avoir une partie des activités qui sont en RI et l'autre partie des activités qui sont en DE. Oui, alors, on va répondre à la deuxième parce que c'est la plus simple. Oui, il est possible d'avoir du RI et du DE, et ça va permettre de compléter donc, la réponse à la première question. La RI et DE, en fait, s'enchaînent. Vous avez des travaux de recherche industrielle. Donc, pour repréciser, c'est vraiment quand vous êtes en train de développer votre solution, vous êtes en train de réfléchir aux composants, vous êtes en train de définir vraiment tout ce que vous allez préparer et concevoir. C'est vraiment sur plus une phase de conception. Et ensuite, quand on passe sur la partie globalement assemblage de la solution, on commence à regrouper les différentes briques technologiques que vous avez développées au sein d'un même produit, on va dire. Là, on passe sur la partie DE. Tout ce qui va être test sur ce produit, aller-retour, essai, vérification que ça fonctionne, ou en tout cas ajustement, du produit en lui-même. Là, on reste toujours dans du DE. Donc, c'est vraiment deux parties, plus conception RI, et une fois que vous avez finalisé, potentiellement amélioré l'état de l'art, vu qu'on parlait de CIR précédemment, vu que vous avez apporté des nouvelles connaissances, une fois que vous avez finalisé cette partie-là et que vous commencez à développer vraiment votre solution en réel, là, on est sur la partie DE. Au niveau de TRL, la partie RI, c'est les TRL 4 à 6 et la partie développement expérimental, c'est le TRL 7 à 9. Donc chez nous, que 7.
Ok, je suis désolé, il va falloir qu'on se dépêche un peu parce que je ne pensais pas qu'on aurait autant de questions. Alors, juste pour information, je vous ai mis le lien vers une super vidéo avec une grande actrice en la personne de Aude Bouguin qui explique de manière générale les principes de Perfecto pour l'appel à projet 2023, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Si on peut regarder sur les lignes budgétaires, parce que en particulier ce qu'on peut faire financer, il me semblait qu'on avait prévu, ouais, sur les dépenses éligibles, voilà, c'était ça qui nous intéressait, et bien préciser la partie investissement, parce que c'est pas tout type d'investissement, que ce soit sur l'axe 1 ou l'axe 2. Il me semble que les investissements c'est plutôt sur l'axe 2, donc si on peut éclaircir ça pour qu'on se trompe pas. Très bien. Je vais accélérer un peu le rythme, donc ça laissera suffisamment de temps. Concernant les modalités de financement, donc dépenses éligibles, les dépenses éligibles sont catégorisées par axe. Donc, sur l'axe 1, vous allez pouvoir présenter les coûts internes de l'étude, les prestations externes de l'étude, les frais liés au prototypage et les charges connexes. Pour information, si les projets sont présentés, retenus, instruits et retenus, les versements l'aide donc toujours réalisés de manière forfaitaire avec une avance au démarrage du projet et un solde à la remise du rapport final. Concernant l'axe 2, et donc si vous présentez un projet qui regroupe à la fois l'axe 1 et l'axe 2, on est dans ce cas-là, vous pourrez donc présenter également les coûts internes, les prestations externes, les amortissements et donc les frais liés au prototypage et les charges connexes. Et donc là, cette fois-ci, la subvention sera versée en plusieurs phases, avec toujours une phase d'avance, des versements intermédiaires avec la nécessité d'avoir un reporting et un solde sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses acquittées. Je propose qu'on passe sur la slide d'après, parce que je pense que c'est ce qui va entraîner plus de questions. Je pense, ouais, effectivement. Le découpage justement des dépenses, les différentes catégories de dépenses que vous pouvez présenter. Et on va faire en particulier un point sur la partie des charges. Donc, concernant les dépenses de personnel, il est toujours nécessaire, si vous intégrez en tout cas une structure académique dans votre consortium, en tout cas que vous en êtes une, il est toujours nécessaire de présenter les dépenses des statutaires de la fonction publique. Ces dépenses ne pourront pas être retenues étant donné qu'elles sont déjà financées par l'État. Néanmoins, il est important de pouvoir démontrer en tout cas l'implication d'un laboratoire ou d'une structure par cette partie-là. Également sur les dépenses de personnel, donc le personnel non statutaire de la fonction publique, donc globalement les non statutaires, donc les personnes qui sont mobilisées spécialement pour le projet, et ensuite tout personnel hors fonction publique, donc globalement les personnes qui sont dans les différentes entreprises. Au niveau des dépenses de frais de fonctionnement donc général, il est possible de présenter donc les frais de déplacement, le personnel extérieur, donc globalement la sous-traitance avec les prestations de formation, communication, d'animation, les prestations extérieures qui sont toute forme de sous-traitance, donc vous réalisez des missions spécifiques avec eux. Les autres dépenses, donc qui vont porter également sur tout ce qui va être petits frais de matériel, des consommables, ce genre de choses, également de la documentation ou des petites fournitures de laboratoire. Pour ce qui est petites fournitures on va dire, de papier ou de rames de papier, ce genre de choses. Là, on sera plus sur la partie charges connexes. On va arriver dessus. Également, donc préciser, parce qu'il y a une question sur la partie des investissements, il est possible de présenter des investissements dans le projet, mais ce qui sera pris en compte, c'est la dotation aux amortissements. Donc, c'est-à-dire que vous allez présenter l'amortissement, par exemple, d'un matériel acquis, ou en tout cas avant ou pendant le projet, et vous pourrez déclarer, donc toucher une part d'aide sur la part des dotations. Donc, c'est-à-dire au prorata du temps de l'utilisation du matériel sur le projet. Donc, si vous avez un matériel que vous amortissez sur 10 ans et que vous avez un projet de 2 ans, vous pourrez amortir, et que vous l'utilisez à 100% dans le cadre du projet, vous pourrez amortir 1/5, vous pourrez en tout cas présenter et avoir de l'aide sur 1/5 des amortissements présentés. Très bien. Et également, je vais faire un point sur les charges connexes, parce que c'est jamais clair pour personne. Production, tout le détail, mais en effet, dépenses d'équipement également éligibles. Au niveau des charges connexes, donc les charges connexes, pour la partie des dépenses de personnel, il est nécessaire de présenter les dépenses en chargés non environnés. Donc, vous prenez votre dépense de personnel, vous ajoutez les charges patronales et c'est bon. Concernant la partie des charges connexes,
c'est là où on va rajouter la part d'environnement. Donc, c'est-à-dire quel est le poids de la structure, de votre structure sur un salarié. Donc, quel est le coût que représente le fait de pouvoir faire travailler un salarié. Au maximum, ce qui est accepté pour cet appel à projet, c'est un taux de 25%. C'est bien ça, oui. 25%. 25% donc sur cet appel à projet. Donc, et il est nécessaire de pouvoir déterminer dès le démarrage du projet le taux de charge connexe qui sera appliqué sur toute la durée. Au maximum, vous pouvez demander 25% sur les dépenses de personnel. C'est un complément qui vient se rajouter. Ça prend globalement en charge l'environnement. Si vous déclarez 10% au démarrage du projet et que ce n'était pas forcément la bonne estimation, les 10% seront maintenus pendant toute la durée du projet. Donc, il y a quand même un bon enjeu lors de la construction de votre budget, en tout cas de la réflexion, de bien déterminer sur la réalisation du projet, d'estimer vraiment vos charges connexes, en sachant que dans tous les cas, ça sera capé à un maximum 25% des dépenses de personnel. Ok. Ça me semble clair. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais on y reviendra. S'il y a des questions spécifiques, on répondra suite au webinaire, parce qu'il y a des questions qui sont vraiment précises. Moi, la question, c'est si Aude, tu peux revenir sur le processus, parce que le dépôt, c'est bientôt là, hein, c'est demain, entre guillemets, puisque c'est en mars, le début mars, le 3 mars 2023. Le 7 mars. Alors, du coup, oui, c'est ça, il y a un mois. Le 7 mars, et encore une fois à 11h30. Donc là, un mois, c'est suffisant. Hein, si vous n'avez pas encore commencé la rédaction de votre dossier, ça va. C'est le moment vraiment de vous y mettre. Mais c'est encore faisable. Ce qu'on attend, on va y revenir tout à l'heure, un volet technique, financier et l'empreinte projet, c'est à déposer là avant le 7 mars. Sur la plateforme en ligne, c'est agir.transition.ndem.fr. Donc la même page que là où vous avez le texte d'appel à projet. Ensuite, les dossiers vont être expertisés. Enfin, déjà, on va voir si vous remplissez toutes les conditions de recevabilité, tous les critères. Et les dossiers sont ensuite expertisés. On a un jury qui va décider de la présélection des projets, c'est-à-dire qu'on note chacun des projets. Alors, sur une liste A, c'est les projets retenus sans modification à apporter. Les projets liste B, les projets qui sont retenus mais sous réserve d'apporter des modifications. Là, on va vous faire une liste de questions. Et la liste C, les projets qui ne sont pas retenus. Donc ça, c'est le résultat du jury. Et puis, on va classer aussi les dossiers, justement par ordre de priorité et en fonction aussi de l'enveloppe budgétaire restante. Donc, vous avez compris, tous les projets qui sont classés A sont retenus. Ils peuvent aller directement en contractualisation. Les projets liste B, on va vous informer à partir de juin 2023. Et puis, on va faire des échanges complémentaires jusqu'à septembre au plus tard. L'idée, c'est d'avoir maximum 2 échanges, en fait. On va faire 2 fois peut-être une liste de questions. Et puis, de manière à ce qu'en septembre, on ait l'annonce publique des lauréats. Alors, j'ai juste pas précisé, au moment du dépôt de dossier, on vous demande un volet financier simplifié. Et le volet financier détaillé, il intervient après l'annonce des présélections. C'est à ce moment-là qu'il faut le remplir. Donc, il y a quand même sur la liste A, il y a quand même un petit échange à faire, mais ça sera vraiment uniquement sur le détail du budget. Alors, je rappelle, hein, parce qu'on en avait parlé, je vous invite à faire un budget détaillé et à communiquer le budget simplifié dans un premier temps, parce que autrement, ça va être très compliqué de recadrer après. Hein. C'est les retours qu'on a sur les autres perfectos. Oui, c'est ça. C'est vraiment surtout essayer de penser à tout. En plus, Jean nous a montré tout le tableau du type de dépenses qu'on peut avoir. Donc, bien vous baser là-dessus pour être sûr de rien oublier, parce que sinon, après, vous ne pouvez plus changer le montant demandé. Donc, voilà, à partir de septembre, on fera une annonce publique. Là, l'année dernière, on a fait un communiqué de presse, l'année d'avant aussi. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de communiquer au national. Et puis, on procède à la contractualisation. Alors, ça prend 3 mois. On essaie en tout cas de tout contractualiser avant la fin de l'année. Et puis ensuite, on va organiser une réunion de lancement donc, entre l'ADEME et puis les porteurs du projet. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous souhaitez démarrer le projet avant, c'est possible, les dépenses étant prises en compte dès le moment où vous déposez le dossier, mais c'est quand même plus pratique pour tout le monde
de démarrer votre dossier, de démarrer votre projet une fois que vous savez que vous êtes retenu. Et sur le volet technique, c'est quand même un point important. Enfin, il me semble qu'il y a 3 pièces à télécharger, mais Oui, surtout un volet alors, technique à il y a 3 lire. pièces, on va revenir sur les 3 pièces tout à l'heure. Donc, le volet technique, là, vous avez le petit sommaire qu'on attend du volet technique. Ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est sur quelle partie est-ce qu'on attend une co-construction avec votre prestataire en ACV et co-conception. Vraiment, s'il n'y a pas ces informations-là, on a l'impression que le dossier est un peu bancal. Donc, on s'attend à ce que les objectifs environnementaux soient clairement définis. Dans la description du programme scientifique et technique, dans le lot, alors là, ce que j'ai appelé lot 1, lot 2, lot 3, vous pouvez les numéroter un peu comme vous voulez, mais le lot obligatoire 1 qui est évaluation environnementale et ACV. Donc là, on attend le détail sur la méthodologie, sur les bases de données qui sont utilisées. Alors, est-ce qu'elles correspondent par exemple à votre secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des manques en termes de collecte de données environnementales? Ces questions-là, il faut qu'elles soient soulevées, en tout cas, dans la description du lot 1. Le lot 1, il doit aussi cadrer, en fait, sur quoi porte l'évaluation environnementale. On ne parle pas d'aller dans le détail jusqu'à l'unité fonctionnelle, hein, mais juste savoir quel est le produit de référence et quel est le produit éco-conçu, ou enfin, globalement, le cadre. Est-ce que c'est plutôt un produit? Est-ce que c'est un service? Voilà, cet ordre de grandeur-là. Le lot 2, donc c'est la R&D à haute performance environnementale qui va mettre en œuvre les leviers d'éco-conception. Le lot 2 doit s'appuyer sur les résultats du lot 1, donc sur l'évaluation environnementale de la solution de référence. On doit vraiment voir l'interaction qu'il y a entre le lot 1 et le lot 2. Dans le lot 2 aussi, c'est là que vous précisez les différents tests que vous réalisez, l'objet des prototypes. Il faut qu'on comprenne concrètement qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous testez, est-ce que c'est des points techniques particuliers, comment est-ce que vous comptez faire ces tests, est-ce que c'est des protocoles ce sont des protocoles qui existent, est-ce que ce sont de nouveaux protocoles, voilà. Où est-ce que vous allez? Il faut que ça soit clair pour quelqu'un qui ne connaît pas votre projet justement quand il lit votre dossier. Dans le lot 3, donc là, encore une fois, vraiment l'accent sur la communication environnementale normée. Donc, c'est vraiment la construction de l'argumentaire pour donc les éléments de langage pour mettre en valeur les bénéfices environnementaux de votre projet. Mais aussi, il faut parfois communiquer donc, sur tout l'ensemble, donc pas que les bénéfices, mais tout l'ensemble des impacts. C'est ça qu'on va construire dans le lot 3. Donc vraiment, là, encore une fois, ce n'est pas un projet de communication d'entreprise, de marketing. Il ne s'agit pas de regarder combien de fois vous allez poster sur des réseaux sociaux. C'est vraiment autour de la communication environnementale normée. Le calendrier, bon, bien sûr, il va s'appuyer sur tout le programme scientifique et technique du projet. Le calendrier, c'est là aussi qu'on a envie de voir comment s'imbriquent les lots entre eux. Et notamment, c'est là qu'on voit l'interaction entre le lot 2 et les autres lots. Et un point particulier, c'est le chapitre 7 sur l'adéquation et la complémentarité des partenaires. Là, on parle de partenaires au sens large, pour le coup. Il me semble que c'est vraiment précisé dans le volet technique, c'est-à-dire que toutes les expertises qu'il y a dans l'équipe de projet, que ce soit le porteur de projet, que ce soit un partenaire du coup dans le consortium, ou l'expertise du bureau d'études ACV éco-conception, ou même un autre bureau d'études qui vous accompagne vraiment techniquement dans le dossier, vraiment la sous-traitance aussi. Si elles sont importantes pour votre projet Perfecto, il faut que ça soit bien décrit ici dans cette partie-là, parce que en fait, on va regarder votre dossier sur la capacité aussi de l'équipe à porter le projet, et donc l'expertise en éco-conception qu'il y a dans cette équipe projet. Un dernier point, si jamais votre projet Perfecto porte sur une petite partie d'un projet plus important de l'entreprise, c'est bien de le décrire assez clairement dans le contexte pour qu'on arrive à positionner qu'est-ce qui fait partie du projet global et comment s'articule le projet Perfecto par rapport à tout ça. Ok. Je crois qu'on a fait
un peu le tour là-dessus. Il y avait un point sur l'empreinte projet, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que je vous ai mis en ligne le dernier webinaire sur l'empreinte projet, le rapport qui est technique pour pouvoir le guide d'application, parce qu'il faut faire une empreinte projet de niveau 1, si je me souviens bien, pour le dépôt. C'est une analyse qualitative sur le cycle de vie de vos enjeux environnementaux, donc c'est ce qu'on voit là. Et on attend, Aude, en fin de dossier, une empreinte niveau 3, c'est-à-dire une ACV plus une petite étude de sensibilité, c'est bien ça? Alors, en fait, ce qu'on attend dans le niveau 3, c'est une ACV, donc c'est une approche quantitative multicritères simplifiée, donc c'est globalement une ACV screening et qui soit comparative, donc entre un produit de référence et le produit éco-conçu. En résumé rapidement, c'est ça. Et Merci. dans le niveau 1, ce qu'on attend, c'est que vous identifiez de façon qualitative les enjeux environnementaux du projet, Donc, avec voilà, cette comparaison produit de référence, produit éco-conçu. et ça semble logique. Enfin, voilà, donc, parce que j'ai des retours, moi, sur empreinte 1, empreinte 3, c'est juste qu'on souhaite avoir les enjeux environnementaux dans une perspective de cycle de vie de votre projet. Donc, c'est logique puisque vous déposez, voilà, mais on ne demande pas d'avoir les éléments détaillés de tout ça. Par contre, ce qu'on veut mesurer à la fin, Aude, c'est bien le bien fondé, c'est-à-dire qu'on a une performance environnementale améliorée suite au projet de R&D ou pas, et ça peut être aussi des conclusions, c'est qu'on n'y arrive pas, on est sur de la R&D, hein, mais qu'on fasse cette mesure-là pour bien mesurer le bénéfice sur le projet. Donc voilà, donc je vous envoie tout. Vous avez de la librairie, vous avez des exemples, etc. Mais vous inquiétez pas, c'est pas un truc compliqué. C'est pas plus que ce qu'on faisait avant, mais c'est dans un cadre qui est un peu plus clair dans la réalisation. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo. C'était Clara Thompson. Thomson. Je ne sais pas s'il faut le dire à l'anglaise, qui nous l'avait fait, qui est en charge justement de l'empreinte projet auprès de l'ADEME. Moi, ce que je vous propose, parce que vraiment, on est à la bourse, je voudrais vraiment filer la parole à Jérôme pour qu'il nous montre concrètement comment ça se passe sur le logiciel. Parce que normalement, il faut ouvrir, hein, dès que vous avez envie de faire le projet, même si vous n'avez pas jusqu'au bout, ouvrez sur la plateforme Agir pour voir à quoi ça ressemble. Parce que ce n'est pas un truc qu'on fait du jour pour le lendemain. C'est intéressant de voir tout ce qui s'y passe. Donc, Jérôme, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un overview de ce qu'il faut remplir? Oui, vraiment l'objectif. Alors, nous avions un exemple avec des extraits. En effet, bonne recommandation de la part de Samuel. Connectez-vous en amont à la plateforme, créez vos comptes, prenez le temps de faire ça bien en anticipé. À minima, de commencer déjà, si vous souhaitez déposer, à créer en fait tout le dossier au préalable et vous pourrez venir le compléter dès que vous aurez les informations sur la partie plus technique, plus budgétaire. Mais à minima, commencez déjà à voir on va voir déjà ce que vous avez besoin aujourd'hui, mais pensez bien à le créer en avance. Donc, concernant la création du dossier, vous allez devoir vous créer un compte et il sera nécessaire de créer le compte de votre structure. Donc, c'est-à-dire, là, on vous a indiqué un compte factice, donc un numéro de SIRET, une raison sociale, un complément d'information si vous avez besoin, par exemple, sur une adresse, l'adresse de votre société, le code postal, ville, pays, votre code APE, le nombre de salariés et le statut juridique, ainsi que la catégorie de votre entreprise. C'est important d'indiquer la bonne catégorie de votre entreprise. Ça sera bien entendu revalidé au moment de la partie contractualisation. Il est juste en précision, donc tous les petits points qui seront en astérix seront nécessaires d'être complétés, le reste est optionnel. Donc, juste création de dossier donc, dans un premier temps. Ensuite, sur la partie, si tu peux avancer, s'il te plaît. Normalement, tu as la main sur la souris. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Concernant l'onglet coordinateur, vous allez avoir donc, plusieurs informations à compléter. Dans un premier temps, présenter donc, le chef de file, le coordinateur du projet si vous êtes dans un cas de projet collaboratif. Et donc, juste si vous êtes en monopartenaire, ce sera le simple onglet à compléter. Repréciser donc la raison sociale de votre entreprise et il va être également nécessaire d'intégrer des différents contacts administratifs, techniques et représentants légaux de votre structure. Il est nécessaire d'avoir un représentant légal, contact et administratif à intégrer sur la plateforme.
Donc, dans ce contact créé, dans ce contact, c'est nécessaire toujours de préciser le nom, le prénom, la fonction et l'adresse email de celui-ci. Également son rôle. Ça, c'est pour la partie coordinateur. Pour la partie... Ah, pardon, je vais aller un petit peu trop loin. Alors, désolé, j'ai un peu de... Pardon, je peux revenir en arrière si tu veux. Il y a un petit délai. Pour la partie également, donc si vous êtes dans un projet collaboratif, donc vous aurez également des onglets partenaires à compléter. Vous pouvez appuyer sur le bouton ajouter un partenaire et de la même manière, vous aurez à compléter donc, le numéro de SIRET de la structure et de compléter également, de préciser les contacts techniques par partenaire et également les représentants. Il est important de pouvoir avoir les bonnes adresses étant donné qu'en fonction des informations que vous allez indiquer lorsqu'on va faire les sollicitations, si votre projet est retenu, pour la partie contractualisation, on échangera avec les responsables légaux pour la signature des différents documents. Concernant la description du projet, il va être également nécessaire donc, de préciser une date prévisionnelle de démarrage de début de projet. On est vraiment sur une date prévisionnelle, c'est une date indicative. Lors de la contractualisation, et c'est quand même de viser une date assez réelle, mais lors de la contractualisation, si votre projet est retenu, on revalidera avec vous le positionnement de cette date afin de bien pouvoir positionner au réel le démarrage des travaux. La durée du projet en mois. Vous avez également la possibilité d'appliquer un système de confidentialité sur votre projet. Alors, sur cette partie-là, on parle bien de confidentialité en matière de secret des affaires. Tous les projets seront confidentiels. Il n'y aura aucun projet qui sera publié ou quoi que ce soit. Donc, l'instruction est vraiment faite à huis clos au sein de l'ADEME. Si vous cliquez cette case, les projets vont passer. Il sera nécessaire qu'il y ait une vérification côté ADEME de la validité de la confidentialité de votre projet. Confidentialité en secret des affaires. Également, vous pourrez préciser donc, les cibles projets en indiquant qui bénéficiera l'aide, donc grand public, public restreint par exemple, le type de projet que vous allez réaliser et les différents thèmes que vous pouvez associer en fonction de la catégorie d'innovation de votre entreprise ou en tout cas du produit que vous allez développer. Vous pouvez, et on vous le recommande fortement, d'intégrer un contexte du projet, une description de projet et les objectifs et résultats attendus. Globalement, c'est reprendre les éléments que vous allez mettre dans la présentation technique et réintégrer les éléments les plus probants dans cette partie-là. En particulier, la description du projet sera attendue sur cet axe. Est-ce que ça fonctionne? Pas l'impression. Petit délai. Il sera également nécessaire de proposer une localisation du projet, d'indiquer où est-ce que les travaux vont être réalisés. Si vous êtes plusieurs partenaires, il n'est pas problématique de rajouter plusieurs localisations de réalisation des travaux, à la fois donc, que ce soit une commune, un département, une région. Ça permet vraiment de pouvoir cibler à quel endroit sont réalisés les travaux en France et d'avoir une vision un peu plus globale. Également, donc, comme le précisait Aude, on va vous demander dans un premier temps de réaliser une prévision, de réaliser en fait un positionnement des dépenses prévisionnelles. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous allez simplement compléter la plateforme avec les éléments que le budget que vous aurez déterminé. Et si votre projet est retenu, dans un second temps, on reviendra vers vous et on vous demandera de compléter une annexe financière plus complète et plus détaillée que simplement ces éléments. Cependant, ce qui est attendu aujourd'hui sur la plateforme, c'est de préciser le coût total du projet, quel régime de TVA vous suivez, donc si vous êtes assujetti ou non à la TVA ou de manière partielle, et également ensuite d'intégrer, en ajoutant des lignes de dépenses par catégorie. Donc c'est les catégories qu'on avait vues juste avant sur les quelques slides d'avant, à la fois donc en précisant que typiquement on avait des exemples, les équipements, les dépenses de personnel non statutaire, les prestations extérieures, les autres dépenses, des dépenses d'ingénierie, etc., en indiquant les montants. Il est important, donc, comme le précisait Aude tout à l'heure, que le total du projet soit suivi, étant donné qu'il ne sera pas possible après de pouvoir augmenter le coût total du projet une fois qu'on vous ressollicitera si vos projets sont sélectionnés pour réaliser la partie plus complète, donc la complétion d'un Excel. J'avance, je vois qu'il est quasiment
13h30. Également, il sera nécessaire de préciser l'organisation de votre plan de financement. Comment vous allez financer votre projet? Est-ce que ça va être un autofinancement en fonds propres? Est-ce que vous pouvez également préciser l'aide publique qui sera escomptée par rapport au calcul que vous aurez réalisé sur le budget total en appliquant votre taux d'aide pour les différents partenaires si vous en avez. Donc ça sera vraiment au projet puis en précision au niveau des partenaires. Également, si vous avez d'autres aides qui vont vous accompagner, donc que ce soit une aide par exemple de la région, une aide un peu plus large au national, ou des aides privées, il sera nécessaire toujours de les indiquer ici. Justement, Jérôme, sur la partie des minimis, comment c'est géré la réglementation liée aux minimis? Non, alors cet appel à projet est hors encadrement régime des minimis, pardon. Donc, on n'est pas sur le système de 300 000 € cumulés sur 3 ans de lycée. C'est quelque chose qui vient en dehors de ce système-là. Donc, ça ne rentrera pas, en tout cas, sur la limitation des aides que vous pouvez toucher sur le régime des minimis. C'est une bonne nouvelle. Oui. Concernant le dernier onglet, vous aurez un onglet d'ajout des documents, donc 3 documents qui sont attendus, le volet simplifié, le modèle d'empreinte de niveau 1 et le volet technique qui sont à compléter et que vous pourrez déposer sur la plateforme. Ces 3 annexes techniques sont obligatoires pour que le projet puisse être considéré comme recevable et éligible. Et pour conclure, la question, merci pour tous ces éléments. Alors, juste pour information, on a beaucoup de questions extrêmement précises. Je pense on va pas les traiter là parce que c'est vraiment de l'individuel. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un point avec Jérôme et Aude. Il y a des gens à qui j'ai proposé éventuellement des rendez-vous directement parce qu'il y avait tellement de questions que ça semblait compliqué de tout traiter. On essaiera soit de vous répondre par mail, soit de vous proposer un rendez-vous pour ceux qui ont vraiment des questions précises. Moi, en conclusion, c'est plutôt à Aude, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu es sur l'appel à projet. Et c'est si tu as des trucs et astuces que tu as pu voir pour un projet bien ficelé, parce que toi, tu les vois, tu les mesures, tu les analyses après. Oui. Alors, déjà, on va mettre en ligne une FAQ à partir de courant de semaine prochaine, je pense. Et donc là, on pourra aussi vous répondre sur pas mal de questions financières, effectivement. Et puis, n'hésitez pas à recontacter la hotline. Et du coup, pour vraiment plus particulièrement sur le contenu du projet, est-ce que le projet est bien ficelé? Là, on a vraiment des exemples de pourquoi est-ce qu'un projet ne va pas être retenu. Donc, par exemple, il n'a pas d'approche cycle de vie, notamment des produits qui ne prennent pas en compte la fin de vie. Il part sur une approche monocritère. Souvent, on parle beaucoup de tonnage de CO2, et puis on laisse de côté un peu les autres critères. Donc, ça, c'est un peu dommage. On a aussi des projets qui ne portent pas sur les enjeux environnementaux les plus pertinents, notamment tous les projets qui ont une composante numérique, que ce soit un service numérique, donc que ce soit, voilà, on va intégrer des capteurs IoT, on va avoir une appli. Et effectivement, c'est peut-être qu'une seule partie, une toute petite partie du projet, mais le fait d'avoir recours à ces services ou à ces outils en plus, ça fait d'autres enjeux sur le projet. Et il faut se rendre compte qu'il faut intégrer aussi ces enjeux environnementaux-là dans le cadre du projet. On en a déjà beaucoup parlé, l'ORD ne s'appuie pas sur l'évaluation environnementale initiale, ou la communication environnementale ne porte pas sur le cahier des charges ISO 14020. Alors oui, aussi, on a des projets qui candidatent à l'axe 2 sans avoir vraiment d'études de faisabilité valides au préalable sur la partie éco-conception, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien les enjeux environnementaux, ils ne sont pas clairs ou ils n'ont pas été démontrés. Ça relève tout ça d'un manque de compréhension de l'éco-conception. Alors parfois c'est dommage parce qu'on a l'impression que le dossier est très bien construit, mais qu'il n'a pas été fait avec le bureau d'études en éco-conception. De l'autre côté, sur la partie plus R&D, alors un projet peut avoir bien une démarche d'éco-conception, mais ne pas bien répondre en fait au fait que Perfecto, c'est vraiment du TRL4 au TRL7. Donc par exemple, on n'a pas bien identifié le verrou technologique. Si c'est juste l'application, la mise en œuvre d'une technologie qui est existante,
Nous, ça ne relève pas de la R&D. Là, c'est de l'amélioration de produits. Ou alors vous avez voilà, une nouvelle technologie, mais on n'a pas de preuve de concept ou il manque la bibliographie voilà, qui démontre qu'effectivement ça a été testé. Donc là, ça va être du niveau de maturité technologique qui est trop bas. En dessous de 4, on ne va pas financer en tout cas cette partie-là. Et de manière générale, hein, il faut avoir fait la preuve de concept avant de candidater à Perfecto. Dans l'autre sens, oui? Il y avait juste un point sur le verrou technologique. On a toujours dit que, effectivement, pour répondre à Perfecto, c'était pas l'éco-conception d'un projet global, mais c'était l'éco-conception d'un point particulier de projet, donc un verrou technologique. Est-ce que on peut déposer quand on a plusieurs verrous technologiques identifiés? Oui, on peut déposer. Alors, voilà, si on a un système qui a peut-être 3 verrous identifiés, oui, on peut le déposer. Alors après, ça dépend plus de l'enveloppe globale du projet et de voir comment est-ce que les verrous interagissent entre eux. Est-ce que c'est des composants qui finalement s'imbriquent bien dans un système ou si c'est vraiment 3 projets complètement différents, dans ce cas-là, effectivement, non. Ok. Désolé, c'était vraiment un point que je m'étais mis en suspens. Je dis, bah, j'en profite pendant que tu es sur les verrous. Bien sûr. Et donc oui, pour revenir au niveau de maturité technologique, dans l'autre sens, on a parfois des produits là qui vont vraiment, qui planifient d'aller jusqu'à la commercialisation. C'est très bien, hein, de présenter en fait, l'idée que vous avez pour la suite du projet, mais tout ce qui est au-dessus de TRL7 n'est pas éligible, dans la subvention, accordée dans Perfecto. Pareil, des produits qui sont déjà en phase d'industrialisation, même qui commencent très tard, en fait, ça ne fait pas partie de Perfecto. Et ensuite, il y a une question, c'est aussi sur le modèle d'affaires. Alors, quand on a des nouveaux produits, quand on propose des nouveaux produits, mais que le modèle d'affaires est discutable, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses qui sont prises qui nous paraissent assez peu réalistes ou pas vérifiées. Voilà, ça, c'est souvent, ça reflète un manque de maturité du projet. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas forcément prêt pour cette année, mais vous pouvez recandidater aussi dans une édition prochaine. Le temps de valider ces éléments-là. Donc, globalement, faut faire attention aux programmes scientifiques et techniques, donc bien préciser dans les différents lots la méthode, les outils. Est-ce que vous avez bien accès aux données? Sinon, comment est-ce que vous comptez justement avoir accès aux données? Quels tests sont envisagés? Quelles procédures sont applicables? Aussi des aspects de réglementation et d'évolution de la réglementation. Donc, montrer que vous connaissez bien votre domaine, votre produit, ou du moins que vous avez une idée claire, une idée très claire de la stratégie que vous voulez mettre en œuvre pour développer ce produit. Et enfin, le point sur la valorisation des connaissances. Donc, on a parlé de la difficulté d'accès aux données, notamment environnementales. Nous, vraiment, on aimerait bien aussi que voilà, le projet de recherche il participe à faire évoluer du coup l'état de la connaissance. C'est-à-dire, on va valoriser des projets qui permettent, qui visent à aussi à intégrer leurs inventaires de cycle de vie dans les bases de données existantes. Donc, notamment EcoInvent, et puis la base de données de l'ADEME, qui est base Impact, et qui va d'ailleurs changer de nom là très bientôt et devenir base empreinte. Ok. Je suis désolé, Aude, je vais revenir sur l'histoire du verrou. Oui. Je sais qu'on on a déjà passé des projets qui sont du recherche et développement en service. Qu'est-ce qu'on entend par un verrou techno ou un verrou dans le cadre de l'éco-conception d'un service? Alors, il faut que le service soit quand même construit autour d'une technologie. Mmh. Là, vous pouvez proposer effectivement un nouveau modèle de service, mais il faut quand même qu'il y ait une évolution, derrière voilà, un changement, de concept, un changement de pratique, vraiment innovant. Quelque chose qui n'est pas déjà fait en fait, actuellement, sur le marché. Donc finalement, ce serait un verrou qui serait sur les infrastructures ou les produits nécessaires pour allouer le service, c'est ça? Hem, alors je ne sais pas si là ça porte sur un produit sur un service en particulier. Je n'ai pas regardé,
Je pense que c'est un service dans le secteur médical, j'imagine, hein, puisque la question est la personne qui posait la question, mais on pourra prendre rendez-vous avec elle pour peut-être le Oui, définir précisément. dans les services, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de définir où se positionne le verrou. Donc le mieux, c'est Je quand même pense qu'on de prendre on rendez-vous. va prendre un rendez-vous. Donc pour Claire, je prévois, si tu es d'accord, on organise un rendez-vous pour bien préciser tout ça, que tu ne perdes pas de temps. Parce que dans les services numériques, souvent, il y a quand même voilà, une composante technologique qui est au centre. Dans les services au sens large, je pense qu'on va voir ça au cas par cas. Voilà. Bon, ok, super. Je crois qu'on a fait le tour. Comme je vous dis, on n'a sans doute pas répondu à tous. Il y a eu énormément de questions sur ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va clôturer là maintenant. Avec Jérôme et Aude, toutes vos questions sont enregistrées. Donc, on va regarder si on y a répondu ou pas répondu. Et dans le cas où on n'aurait pas répondu, il me semble qu'il y avait les contacts juste après sur la dernière diapo. Oui. Perfecto. Alors, pas sur la dernière diapo, mais du coup, je vais la mettre dans le chat. Voilà, j'avais dû le donner par ailleurs. J'avais pas mis le numéro de téléphone. Donc, on va revenir vers vous. Donc, il y a des gens, je pense que ça nécessite vraiment, hein, je vous ai envoyé des courriels pour ceux qui seraient intéressés. On va prendre rendez-vous directement avec vous. Et puis, pour les autres, on fera une réponse par courriel. Et en fonction de la réponse, vous nous direz, et si besoin, on organisera des rendez-vous. Soit avec Jérôme pour la partie dépôt de dossier, parce qu'il y a des questions quand même sur ces points-là, soit avec les collaborateurs du pôle sur des éléments techniques pour voir si vous êtes dans le bon, on va dire dans le bon dispositif. Et vraiment, dans les cas particuliers, c'est Aude, c'est notre capitaine flamme qui pourra trancher pour vous, parce que nous, on n'a pas toutes les réponses des fois. Donc, je vous remercie pour votre présence. On espère vous avoir en nombre sur ce webinaire. Juste pour information, on va demander le montant global. Je pense qu'on l'avait déjà dit, Oui. d'aide. Du coup, cette année, on est à 1 million d'euros hein, sur toute l'enveloppe, Voilà. axe 1, axe 2, tout compris. Voilà, Voilà. on revient à Belle l'enveloppe. 1 million d'euros. C'est une enveloppe qui est quand même maintenue dans le temps, puisqu'on est à peu près sur le montant 2020 qu'on avait auparavant. Merci à Jérôme d'avoir été aussi rapide et réactif, parce que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu sur le filage. Tu as été rapide, merci à toi. Et puis, si vous avez des besoins, des questions sur l'empreinte projet qu'on n'a pas eu le temps de voir dans le détail, reportez-vous au webinaire qu'on avait fait et aux différents guides. Et s'il y a d'autres questions, Perfecto, contact@perfecto.fr et on regardera ça. Du coup, perfecto@adem.fr. Ah, Perfecto. Ah merde, alors pour ceux que j'ai mis une connerie dans. Je m'excuse. Je reverrai bien dessus, parce que j'ai mis contact@perfecto. Je fais n'importe quoi tout à l'heure. Perfecto@adem.fr. Perfecto@adem.fr. Voilà, allez, à bientôt. Merci beaucoup, merci pour vos questions, et puis merci Samuel et Jérôme pour le webinaire. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.